Bonjour et bienvenue à tous pour suivre les nouveautés du monde de la moto de la semaine. Cette semaine, on va commencer par Honda. Honda qui a confirmé le renouveau de son Roadster phare, la CB1000, avec la version Hornet et la version Hornet SP. Alors c'est vrai que ça fait du bien de voir Honda se renouveler sur ce segment parce qu'ils ont quand même pas mal laissé la concurrence prendre de l'avance. Maintenant, est-ce que c'est assez pour combler ce retard? Ça, c'est pas forcément sûr. Comme je vous disais, il y aura deux versions. Une version de base qui sera proposée à partir de 10 599 €. Donc sur cette version, on retrouvera un écran TFT avec 4 modes de conduite, le mode pluie, le mode standard, le mode sport et un mode offrant une personnalisation complète pour le pilote. Le freinage, lui, sera confié à Nissin sur la version standard. Et les suspensions, elles, ce seront une fourche inversée de Showa de 41 mm, réglable en précharge et en détente en compression. À l'arrière, on retrouvera un monoamortisseur Showa, réglable en précharge et en détente. Donc malheureusement, le châssis restera assimilable à celui qu'il y avait actuellement. Et le moteur également, pas de grosse évolution. On retrouvera donc le 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 qui développera 149,7 chevaux à 11 000 tours minute et un couple de 104 Nm à 9 000 tours minute. Donc ces chiffres sont forcément très bien, mais par rapport à la concurrence, ils sont un petit peu en deçà. Donc ce moteur qui était quand même connu pour avoir un creux en plein milieu de sa plage de régime, on ne sait pas si ça a été corrigé sur cette nouvelle version, à voir quand elle sortira. Donc on se dit que c'est quand même une version d'un Roadster qui est premium, relativement abordable par rapport à la concurrence, mais qui ne présente pas d'évolution majeure, mais quand même avec certains éléments qui restent à améliorer. Et c'est ce qu'ils font sur la version SP, sur laquelle on va retrouver un amortisseur arrière Öhlins et devant des étriers de frein Brembo Stylema. On retrouvera également sur la version SP le quick shifter de série et toujours le même écran TFT. Cette version SP sera disponible à partir de 11 799 €, ce qui n'est pas beaucoup plus cher que la version normale au vu des prestations apportées. Donc là, je vous ai fait un petit récap rapide pour la CB1000 parce que ça fait quand même déjà 15 jours qu'elle a été annoncée, mais petite nouveauté que nos amis de Motonet ont réussi à voir pendant la présentation de la Kawasaki Versys 1100, sur laquelle ils présentaient ce petit graphe qui positionnait un peu la Versys par rapport à ses concurrentes, et dessus on retrouve une CB1000X. Bon, alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va exister ou est-ce que c'est juste Kawasaki qui extrapole sur ce que pourrait faire Honda? En tout cas, on retrouve une CB1000X. Alors ce qui d'un côté peut être relativement sympa parce que Honda ne propose pas du tout ce type de moto, 4 cylindres en ligne sur un trail. Maintenant, ils ont déjà quand même une routière en 1100 avec la NT 1100 qui renouvelle l'année prochaine. L'Africa Twin pour un trail avec toujours le même 1100. Est-ce qu'ils vont proposer autre chose, un trail plus routier que l'Africa Twin? Je sais pas, ça va peut-être trop diversifier leur offre. À voir. Maintenant, on va partir du côté de chez KTM qui ont annoncé leur nouvelle 1390 Super Adventure S Evo en semi-automatique. Donc tout d'abord, ce qui va changer, c'est forcément une augmentation de la cylindrée qui passe de 1301 cm3 à 1350 cm3 et donc on va gagner 10 chevaux. On va donc passer maintenant à 173 chevaux et un couple à 145 Nm, ce qui est quand même relativement énorme sur un maxi trail. Enfin, remarque énorme tout court en fait. Donc on va retrouver la philosophie de KTM qui est de donner des machines ultra performantes. L'autre grosse nouveauté qu'on va retrouver sur cette moto, c'est qu'elle sera accompagnée de la boîte AMT dont je vous parlais la dernière fois. Donc la boîte qui est une boîte robotisée un petit peu, une boîte automatique si vous préférez. Et donc à voir si les clients seront au rendez-vous pour cette nouvelle technologie. Au cas où vous aimiez cette moto mais pas la boîte AMT, KTM a par la suite annoncé qu'il ferait une version classique de cette moto. Et donc cette version classique sera la KTM 1390 Super Adventure S tout court. Et donc à part ce changement de type de boîte, il n'y aura pas de grosse différence entre les deux. Donc ce qu'on retrouvera également sur ces motos, ce sera le nouvel écran TFT de KTM dont je vous parlais la dernière fois. Et dans les autres avancées technologiques, on va retrouver le système de régulateur adaptatif mis à jour, ainsi que leur dernière technologie de radar faite par Bosch, qui va permettre d'arrêter complètement la moto lorsqu'elle suit le trafic avant de repartir automatiquement. Une fois que la route est dégagée, normalement. Au niveau du cadre maintenant, apparemment ils ont rigidifié celui-ci et les repose-pieds sont positionnés un peu plus larges et un peu plus bas qu'avant. Donc ce serait pour privilégier le confort de conduite en hors-route. KTM a également installé des suspensions semi-actives de dernière génération qui, grâce à leur nouveau module PMW, offrent une plus grande précision. Au niveau du design, on notera quelques changements avec une nouvelle carrosserie, un nouveau design de siège, un nouveau phare LED. Maintenant, ça reste le style KTM, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Perso, je suis pas hyper fan, c'est des super motos, c'est vraiment pas les plus belles. Est-ce qu'on s'en fout une fois qu'on est dessus? Ouais, peut-être un petit peu.
peu. Mais bon, ça, c'est le goût de chacun. Au niveau du prix, on n'a pas encore toutes les informations. Pour rappel, la 1290 Super Adventure S, elle débutait à 21 800 €. Vu toutes les apports technologiques qu'il y a, il y a fort à parier que le prix va monter également. Ce qui la laissera quand même à une gamme de prix qui est inférieure à certaines de ses concurrentes, comme la Multistrada. Mais bon, ça reste quand même un tarif extrêmement élevé. Bon, maintenant on va passer chez Triumph. La semaine dernière, je vous annonçais qu'ils teasaient une nouvelle 800. Bon, moi je partais sur une Daytona parce que mon cœur va pour une Daytona. Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Il y a Sport dans le nom, mais c'est une Tiger Sport 800 qui a été finalement annoncée par Triumph. Donc la Tiger Sport qui existait déjà en 660 auparavant. Donc on reprendra au niveau du look cet esprit du trail routier, 100% routier, avec une face avant qui est vraiment un peu sportive, un peu agressive. Moi, franchement, la Tiger Sport 660, c'est vraiment une moto que je trouvais géniale. Après, vous savez ce que je pense de ce moteur, que j'ai pas craqué. Mais donc, on va retrouver ce look qui m'a tant plu, un petit peu amélioré, sur ce Tiger Sport 800. Tiger Sport 800 qui sera disponible à partir de 12 295 € et qui produira 115 chevaux et 84 Nm de coupe. Bon, et donc, cette augmentation de la cylindrée et de la puissance moteur, ils l'ont obtenue forcément en gonflant la base qui est le moteur le 660 de la Tiger Sport 660 évidemment, et en plus ils ont pris un petit peu certaines pièces du moteur de la 765 et du moteur des Tiger 900, donc ce qui permet d'avoir un moteur complètement nouveau. On retrouvera évidemment un ride-by-wire avec 3 modes de conduite, le mode Rain, Road et Sport. Au niveau de la partie cycle, on retrouvera un cadre périphérique en aluminium tubulaire, un double bras aussi en acier lui. Donc au niveau de la roue avant, on confirme le côté routier avec une route de 17 pouces. À l'avant, la fourche, ce sera une fourche inversée Showa de 41 mm, réglable en compression et en détente. Et à l'arrière, on retrouvera un mono-amortisseur Showa avec une précharge réglable. Et donc, question freinage, à l'avant, on aura 2 étriers radio à 4 pistons qui pourront mordre 2 disques flottants de 310 mm et à l'arrière, un disque simple de 255 mm. La hauteur de selle se retrouvera à 835 mm, ce qui reste complètement raisonnable pour un trail routier, et le poids est tout à fait contenu pour ce type de modèle encore, avec 214 kg, tout plein fait. Et puis là, aussi, très bonne nouvelle, parce que le réservoir, lui, contient 18,5 litres, ce qui est quand même relativement sympa sur une moto de moyenne cylindrée. Ça permet de ne pas faire le plein toutes les 10 minutes. Et donc maintenant en équipement de série, comme je vous disais, en plus de l'embrayage de anti-dribbling, des modes de conduite Road Ride Sport, on va retrouver donc une IMU 6 axes avec un ABS optimisé pour les virages, un quick shifter, un régulateur de vitesse et un pare-brise réglable. Ce qui est franchement sympa au vu du prix annoncé. Pour une fois, Triumph, ça déconne pas trop. En option, on pourra mettre un slip-on Akrapovic sur le pot, les poignées chauffantes, les clignotants à LED, le système de contrôle de pression des pneus et une prise d'alimentation auxiliaire. Évidemment, après, on peut toujours modifier sabot moteur, une selle pilote basse, une selle passager confort, etc. Globalement, je pense que vous l'aurez senti, moi, c'est une moto qui m'emballe bien. Après, il y a quand même un petit défaut à signaler sur cette moto. Et ce petit défaut, à mon avis, c'est cet écran TFT. En vrai, Triumph, là, ils déconnent. Ils veulent un petit peu augmenter leur gamme de motos pour la Tiger Sport en passant sur un truc un peu plus gros. Notamment, chez nous, plus gros, ça veut dire un peu plus premium. Et là, franchement, leur écran, il bouge pas, quoi. Ça reste le vieil écran tout pourri avec un écran TFT de 1 cm². Moi, je suis désolé, mais je trouve ça un petit peu naze de pas proposer un truc un peu mieux. Surtout que ça existe chez Triumph. Donc, ils ont juste je sais pas. En tout cas, moi, perso, c'est vraiment un truc, je me dis, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, malgré tout, ça restera quand même une moto, moi, qui m'intéresse pas mal et que je pense que j'irai essayer dès qu'elle sortira en février l'année prochaine. Et pour finir ces nouveautés de la semaine, on va partir maintenant chez Yamaha qui ont annoncé leur nouvelle MT-07 pour l'année 2025, ainsi que la version YAMT pour la version semi-automatique. Donc cette nouvelle MT-07 a été radicalement révisée, elle perd du poids, il y a une refonte technique totale, mais il concerne le même moteur CP2. On va donc retrouver le bicylindre parallèle MT-07 qui est le même que celui qu'il y avait dès 2014. Il reste à 72 chevaux à 8750 tours minute. C'est un moteur qui reste sympa et fun, mais qui maintenant commence à accuser le coup au niveau puissance par rapport à la Suzuki GSX 8S, dont le test
est sur ma chaîne, je vous invite à aller le voir, ou la Honda CB750 Hornet, dont le test est également sur ma chaîne. On va retrouver sur cette nouvelle version un embrayage assisté et anti-dribble qui est censé faciliter les rétrogradations et la même technologie d'amplification acoustique qu'on retrouvait sur la MT-09 pour que le pilote puisse entendre beaucoup mieux le bruit depuis la position de conduite, ce qui permet de pouvoir diminuer le bruit qui est perçu autour par les autres gens sans que ça enlève le plaisir du pilote d'entendre le bruit de sa propre moto. Je vous disais, cette MT-07 est plus légère que celle de 2024, le poids annoncé est maintenant de 183 kg, soit 1 kg de moins que l'ancienne moto. Dire 1 kg, c'est pas énorme, mais dans cette gamme de poids, c'est quand même déjà pas mal. Et en plus, ça c'est malgré tout l'apport technologique en plus. Et puis, ça reste 7 kg de moins que la Hornet et 19 kg de moins que la Suzuki. Oui, parce que je vous disais qu'il y a eu plein de mises à jour techniques. Et si on prend le poids de toutes ces avancées technologiques qui ont été mises sur la moto, c'est 4,5 kg en plus. Donc avoir 1 kg de moins au final, ça montre quand même un gros travail de Yamaha sur ce point. Bon, et puis ce qui va nous frapper en premier quand on voit cette nouvelle MT-07, c'est le design. Le design est complètement nouveau, il rejoint un petit peu ce qu'on retrouvait sur la MT-09, notamment au niveau de la face avant, qui à mon avis est beaucoup plus beau que ce qu'on retrouvait auparavant. Franchement, la dernière MT-07, elle était vraiment pas belle. Je pense que tout le monde était d'accord pour dire que c'était un design clivant, donc ça va toujours dans l'esprit Yamaha de cette Dark Side of Japan, tout ça, donc le côté vraiment agressif, mais maintenant c'est quand même un peu moins farfelu, on va dire, entre guillemets. Personnellement, je trouve que moi c'est pas mon style de moto favorite, mais elle a quand même une vraiment belle gueule. Surtout une fois les feux de jour allumés, là c'est vraiment sympa. La position de conduite, elle, est nouvelle parce qu'apparemment ce sera une position de conduite un peu plus engageante, donc sûrement un peu plus sur l'avant, plus sportive que le modèle précédent. La hauteur de selle, elle, est de 805 mm, ce qui est quand même vraiment bas et ce qui est bien pour les plus petits d'entre nous. Mais avec des repose-pieds qui eux ont été abaissés de 10 mm, et bien pour les plus grands, qui eux du coup ont un peu plus d'espace à bord. Le nouveau châssis tubulaire en acier lui offre une augmentation d'environ 13% de la rigidité, et donc ça va permettre d'avoir une moto qui sera encore plus agile s'il le fallait. En vie à bord, on retrouvera un écran TFT de 5 pouces connectable sur téléphone, et donc tout ça, ça nous permettra de pouvoir choisir entre les 3 nouveaux modes de conduite dont je vous parlais et les 2 niveaux de contrôle de traction. En option, évidemment, on retrouvera le Quick Shifter. Le prix, lui, n'a toujours pas été annoncé, mais au vu de tout ce que apporte cette nouvelle MT-07, on peut s'attendre à une augmentation de prix malgré tout, notamment pour la version semi-automatique YAMT qui a été annoncée en même temps pour cette moto. Donc sur cette version semi-automatique, on supprime le levier d'embrayage et le levier de vitesse au pied, et en échange, on aura des palettes sur le côté gauche du guidon. Voilà, c'était tout pour les nouvelles de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des nouvelles qui vont arriver avec l'EICMA qui se rapproche de plus en plus, et puis les prochains essais qui vont arriver. En attendant, vous pouvez toujours aller voir ce que vous avez déjà loupé. À la prochaine!